Mais aujourd'hui, on va parler de machine learning comportemental, behavioral machine learning. Et bon, modulo un accent anglais déplorable, mais en tant que Français, c'est un devoir national de mal parler anglais. C'est un sujet dans lequel on va sortir un peu des clous dont on a l'habitude, mais qui est passionnant. On va voir un petit peu jusqu'où on va quand on a la prétention de, ouvrez des guillemets, indispensable, donner une personnalité à un agent LLM, à une IA. Alors, bon, très très vite, et Dieu sait que ce slide n'a pas été mis à jour depuis longtemps, mais 2 minutes commerciales, si ça vous intéresse, nous sommes une structure spécialisée en conseil audit, notamment en suivi de la recherche académique, mais aussi en industrialisation de l'IA. Donc, autrement dit, on fait partie de ces acteurs qui sont un peu fatigués des proof of concept, des POC partout. C'est bien gentil, un POC, hein, ça illustre très correctement des slides PowerPoint, mais ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser. Et nous, depuis 2019, on se spécialise dans cette notion d'industrialisation. Si ça vous intéresse, on vous rappelle que vous avez sur notre site nos échos de la recherche, qui sont des versions écrites, grosso modo, des analyses qu'on fait. Ce webinaire, maintenant, a lieu tous les 2 mois. Le dernier, mon Dieu, j'ai déjà oublié sur quoi était le dernier. Le dernier était passionnant, et je me rappellerai dans un futur très proche de quoi il parlait. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce domaine, et parce qu'on a envie de se figer un peu dans de la recherche académique. Dieu sait que l'intelligence artificielle, c'est quand même un domaine où beaucoup de gens disent un peu n'importe quoi, et ce n'est pas de leur faute forcément, c'est juste que c'est un sujet académique encore très actif, où il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et bien là, on va repartir d'un workshop qui a eu lieu dans le NeurIPS, qui est la première conférence scientifique en IA 2024, en novembre dernier, et donc Behavioral Machine Learning. De quoi on parle? Eh bien, on parle de partir de ce postulat qu'ok, on va prendre un LLM, on va lui demander d'agir un peu comme un acteur humain, mais jusqu'où on peut aller? Et ça, c'est une question qui est très dangereuse, très piégeuse. Pourquoi? Parce que, ça, nous, on le répète depuis des années, on n'est pas les seuls, Dieu merci. Aujourd'hui, le plus grand problème du domaine de l'IA, c'est l'anthropomorphisme. Déjà, j'entends intelligence artificielle, j'entends des mots qui évoquent en fait des concepts de science-fiction, hein, et même une imitation du terme d'intelligence, qui est un terme très humain. Mais au-delà de ça, et surtout depuis que les LLM sont sortis, il y a souvent en fait cette volonté, notamment dans des postes de direction, de considérer que l'IA est une forme d'humain virtuel, et ça, c'est très dangereux. C'est un fantasme qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que quand on considère que l'IA est humaine, évidemment, on est à côté de la plaque, et du coup, on va faire des postulats, on va prendre des décisions qui ne seront pas justifiées, qui vont donner lieu à des petites catastrophes. Néanmoins, depuis l'avènement des LLM, 2021, sortie de ChatGPT, on est sur des modèles qui prennent en entrée du langage et rendent du langage, certes entraînés d'un point de vue statistique, et ça, c'est très nouveau. Et du coup, qualifier un outil qui manipule le langage, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, notre but, c'est pas vous dire c'est super, vive les humains virtuels, non. Notre but aujourd'hui, c'est d'étudier un peu ce que des gens beaucoup plus pertinents que nous disent sur ce sujet et de voir si on peut en retirer un peu d'intelligence de compréhension sur la notion d'agent, la notion, l'agentic AI qui s'est beaucoup diffusée, et cette notion de personnalisation. On va parler persona, on va parler adaptation du comportement d'un LLM dans le prompt, et on va voir un petit peu ce qu'en disent les chercheurs, sachant qu'ici, et il y a aussi une alerte que je fais dans cette introduction, là, on va être un peu en dehors de notre espace de confiance. D'habitude, notre métier, c'est la technique, on adore décortiquer les évolutions d'architecture, les protocoles de test dans les publications. Là, on est sur des publications qui sont écrites, certes par des chercheurs en deep learning, mais aussi par des sociologues, des psychologues, qui, eux, arrivent avec leur boîte à outils et posent la question, OK, vous me dites que ce LLM est un humain virtuel, comment je peux réagir dessus? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette prétention d'utiliser un LLM pour simuler des actions et des comportements utilisateurs? Et ça, notamment, c'est un phénomène qu'on observe dans certains domaines comme la publicité, où aujourd'hui, certaines boîtes ont la prétention de faire des enquêtes d'opinion avec des LLM. Qu'est-ce que ça veut dire de tester un outil avec un LLM et de faire varier le prompt? Parce qu'après tout, ce prompt, c'est un peu un outil désespéré. Mais c'est le seul outil que j'ai. J'ai un LLM, il est entraîné, d'accord, il est distillé, tout ce que vous voulez. Eh bien, je peux agir sur le prompt pour modifier ce comportement. Et cet axe d'action, c'est une vraie déprime parce que agir sur du prompt aujourd'hui, rien que mesurer l'impact d'un prompt, c'est un sujet de recherche. Mais on va aussi voir à quel point un client, et là on va retomber dans notre vécu, aujourd'hui beaucoup de clients, enfin tout du moins pour nous qui sommes entreprises de conseil audit en IA, ont la conviction que l'IA va pouvoir gérer tel ou tel sujet. Et on va pouvoir avoir des clés un petit peu sur cette vision personnelle de l'efficacité de l'IA.
Et puis, on va aussi pouvoir parler un petit peu de la multiplication des agents. Ça, c'est une mode qui s'est lancée il y a 6 mois, 1 an, l'Agentic AI. Bon, ben, un LLM, c'est mauvais, donc faisons plein de LLM qui interagissent entre eux. Oui, ça résout certains problèmes, oui, ça en crée plein d'autres, et on va voir un petit peu ce qu'on peut apprendre là-dessus. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser une question dans le chat et que nous avons un homme formidable, Lord Iceman, qui se chargera de me couper la parole pour pouvoir répondre à la question. Il n'y a pas de questions bêtes, ça n'existe pas, les questions bêtes. Ce qui peut être bête, c'est de ne pas poser de questions. Et je vous rappelle que si vous avez des questions qui sont liées à des sujets et soumis à confidentialité, eh bien, vous pouvez très bien, pas mal de gens parmi vous le font, nous recontacter ensuite, vite fait, via LinkedIn, via ce que vous voulez, et on peut échanger dessus. Nous, on n'a pas de problème. Au contraire, c'est toujours intéressant d'échanger et du coup de confronter ce qu'on croit comprendre à des cas de figure donnés. Sur ce, on va sauter dans le bain avec ce premier travail de Stanford, et ce premier travail, c'est un peu l'origine de tous nos problèmes. On est en 2023 et Stanford sort une publication, Generative Agents, déjà on a le mot-clé Generative dedans et on a appris à s'en méfier, Interactive Simulacra of Human Behavior. L'enjeu, c'est d'utiliser des LLM pour simuler du comportement humain. Donc Stanford, c'est une université qu'on respecte, en général ils font du travail, et on va voir que ce travail, en même temps, il est très intéressant parce qu'il a posé beaucoup de questions, mais il ne va pas aussi loin qu'on voudrait. Et c'est assez intéressant, on va étudier ce travail pour 3 raisons. La première, c'est que c'est vraiment le travail originel de l'Agentic AI. Ensuite, parce que pour ce travail, ils ont rencontré plein de problèmes que vous et nous, quand on utilise des LLM, on rencontre aujourd'hui. Et il va aussi nous intéresser pour voir, au final, tout ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'on arrive à exprimer? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le visuel devrait être assez parlant. On a un environnement virtuel, une sorte de village virtuel avec différents types de salles. On a un café, on a un parc, etc. On a des agents qui vont évoluer dans cet environnement virtuel, qui vont évoluer entre eux, et c'est là où ça va devenir intéressant. Et l'enjeu, c'est de voir à quel point ces agents peuvent commencer à avoir un comportement qui soit crédible. Et rien que ce terme est compliqué parce que scientifiquement, qu'est-ce que ça veut dire d'être crédible en termes d'interaction humaine? Ces agents vont formuler des plans. Chaque jour, ils vont dire voilà ce que j'ai envie de faire. À chaque itération, ils vont mettre à jour ces plans par rapport à des événements, notamment l'environnement qu'ils ont. On va voir qu'ils se souviennent. Et là, en faisant ces slides, moi, j'ai eu besoin de mettre des guillemets parce que ce sont des termes qui sont très dangereux. Et moi, je vous supplie de garder du recul par rapport à ces termes qui donnent très vite une illusion de compréhension. Ah oui, il a une mémoire. Le mot mémoire, je l'ai vu passer dans des centaines de publis depuis 2015, avec à chaque fois une définition différente. Mais tous ces mots-clés sont là, et on a un environnement qui est quand même assez travaillé. On a donc un parc, des maisons, un magasin, une pharmacie, un collège, etc. Et même dans chaque lieu, on va avoir une descriptive de chaque objet. Typiquement, dans la maison de famille, on va avoir une salle de bain, donc déjà des salles dans chaque lieu, une cuisine, une chambre à coucher, et même dans une salle, on va avoir des objets. Là, j'ai une table, là, j'ai une étagère à livres et compagnie. Donc, il y a ce côté interaction avec un environnement virtuel qui est assez intéressant. Et pour le coup, on ne va pas rester sur un effet waouh, on va s'intéresser quand même un petit peu comment est-ce que ces agents sont modélisés. Et là, c'est là qu'on a des choses intéressantes à récupérer, à la fois en termes de définition, mais aussi d'alerte. Déjà, tout ce nous, on observe, et ça, c'est très important, nous, on observe visuellement des agents évoluer dans un environnement virtuel. Attention, toute l'interaction, toute la modélisation est faite avec du langage. Et déjà, mon agent est défini par un prompt. John Lynn, the pharmacy shopkeeper at the Willow Market and Pharmacy who loves to help people. Donc déjà, on est sur du texte. Et à chaque instant, on va demander à l'agent de définir, via du requête de LLM, une nouvelle action ou de confirmer l'action en cours. On aura une interaction entre le langage et le simulateur parce qu'ensuite, il faudra exécuter dans le simulateur ce qui se passe. Donc, on va parser le retour et typiquement, si on a un déplacement, ce déplacement sera exécuté avec un vrai pathfinding. Autrement dit, et ça j'en reparlerai, il est parfaitement possible que l'agent dise je vais au collège, sauf que le pathfinding ne marche pas et du coup, il n'arrive pas à y aller. Ou alors même, il y a eu ce cas de figure avec des lieux qui étaient limités à une personne, les toilettes, et la personne voulait aller aux toilettes, ne pouvait pas rentrer parce que l'environnement disait non, là la porte est fermée, et là l'agent ne savait pas quoi faire. Point d'importance, les agents communiquent entre eux librement. À tout moment, s'ils sont dans la même salle, eh bien, ils peuvent commencer un échange qui sera du langage naturel. Et donc, l'utilisateur, l'opérateur du système, peut aussi interagir avec les agents et leur donner de nouvelles informations. D'ailleurs, on voit en bas à droite un échange réel entre 2 agents, où là, ils parlent d'une élection. C'est un événement qui a été forcé par les chercheurs de Stanford. Ils ont dit, voilà, il va y avoir une élection,
et toi, tu vas être candidat. Et j'en reparlerai, ils ont observé comment cette information s'est propagée d'agent en agent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une émergence de comportement. Alors, pareil, attention, là, on n'est pas sur des mesures chiffrées. Juste, les auteurs ont observé empiriquement que l'information se diffuse. Et ça, c'est très intéressant. Il y a un agent typiquement qui est initialisé avec l'objectif d'organiser une fête. Cet objectif, du coup, implique d'en parler aux autres. Il va en parler à d'autres personnes qui, elles-mêmes, vont en parler à d'autres personnes. Et ils ont observé que 24 heures plus tard, il y avait plusieurs agents qui étaient présents pour cette fête. Il y a un enjeu très important aussi de mémoire. Et ça, on va en reparler parce que si vous avez l'habitude des problèmes de contexte, de longueur de contexte, etc., et même d'agrégation d'informations, vous savez que c'est un pain point, c'est un point difficile. Là, l'enjeu, c'est que les agents agrègent l'information et se souviennent des personnes avec qui ils ont déjà interagi. Et donc, il va y avoir une coordination via deux types de marqueurs, des marqueurs spatiaux. Voilà, je vais à tel endroit, je vais à la bibliothèque, viens avec moi. Et temporels, on se retrouve demain au bar à telle heure pour que commencent à se créer des actions un peu globales. Donc ça, en soi, c'est intéressant. Néanmoins, on voit déjà arriver le principal danger, qui va être comment est-ce que je mesure à quel point ça marche ou pas. On va reparler de biais. Alors, un point intéressant quand même 3 défis, et ça, les auteurs, dans la publication, le décrivent comme des vrais défis scientifiques qui ont été mal adressés. Et on va voir que chacun de ces défis, c'est encore un problème aujourd'hui. Déjà, on a un vrai sujet sur la mémoire et la récupération d'informations. Vous avez un visuel, on a un memory stream, où typiquement, je vois que les objets closet is idle, je ne sais pas si vous voyez avec le partage d'écran, mais là, on sait que certains objets sont disponibles. On sait que l'agent voit d'autres personnes en train de faire des actions. Donc ça, c'est très intéressant. On récupère plein d'événements. Évidemment, il y a un problème gigantesque qui est que quand je vais requêter mon LLM pour dire, là, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas tout lui mettre en entrée. Déjà parce qu'on a une longueur de contexte en entrée qui est limitée, et cette limite est forte. Et au-delà de ça, on le sait de par une multitude de publications, eh bien, plus je mets d'informations dans le contexte, quand bien même le LLM m'annonce un contexte à X millions de tokens, eh bien, plus je mets d'informations, plus je vais avoir une perte de précision. Trop d'informations en entrée, le LLM ne va pas réussir forcément à synthétiser. Donc là, il y a eu un travail qui a été fait, qui n'est pas très original, qu'on pourrait rapprocher de tout ce qui est scoring sur du RAG ou autre, qui est justement régulièrement d'avoir ce memory stream et d'avoir des métriques pour, via un appel à LLM en amont, demander à l'agent, c'est quoi les informations importantes. Donc, on va générer des scores, à la fois par rapport à une question. Typiquement, à chaque moment, on demande à l'agent, c'est quoi, du coup, qui t'intéresse le plus possible comme action future? Eh bien, on va avoir un score, du coup, à quel point l'événement est récent. Et ça, c'est important. Hein. Plus un événement est vieux, plus il va commencer à se dégrader. Un événement d'importance, et ça, on est sur du LLM as a judge. Je vais très vite en reparler pour dire tout le mal que j'en pense. Et un élément, j'ai envie de dire, de pertinence par rapport au problème. Où là, on sera sur la cosine similarity, pas très glorieuse. Alors, pourquoi c'est problématique, le LLM as a judge? Ça, c'est un mouvement qui est apparu dans la recherche, qui est que depuis un an, beaucoup de chercheurs, quand ils ne savent pas trop dire entre deux solutions laquelle est la meilleure, eh bien, ils vont demander à un LLM de décider quelle solution est la meilleure. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça donne des scores qui, empiriquement, régulièrement, ont l'air intéressants. En même temps, régulièrement, ça ne marche pas. L'immense problème, c'est quoi? C'est que là, pour avoir une métrique de résultat, j'appelle l'outil que je veux juger, même si ce n'est pas dans le même contexte d'appel. Et ça, pourquoi c'est un gros problème? Parce que les LLM sont des outils qu'on maîtrise très mal encore aujourd'hui. Et donc, les utiliser comme métrique, c'est causer tous les problèmes. Une métrique de résultat, j'ai besoin qu'elle soit le plus fiable possible. C'est ça ma boussole pour dire dans quelle direction je vais. Donc, si ma métrique de résultat n'est absolument pas fiable, évidemment, je rajoute des problèmes à des problèmes. Du coup, il y a aussi un enjeu, alors ça, je crois que j'en parle pas trop parce qu'il faut que je choisisse mes combats et je ne veux pas parler d'une publi, de mémoire et aussi de réflexion. Alors, réflexion, le terme est très dangereux. Mémoire, déjà, encore une fois, l'enjeu, c'est quoi? On a des tonnes d'éléments et donc, on a trop d'informations. Donc là, les chercheurs de Stanford ont imposé, ce n'est pas le M qui fait ça, plusieurs niveaux de précision. On a la mémoire très précise où chaque événement est gardé et régulièrement, on va générer des informations de plus haut niveau. On va faire de l'appel de résumé. Il n'y a rien de magique derrière, hein, c'est de l'appel de résumé par agrégation sur un graphe d'événements. Et donc ça va permettre déjà d'agréger l'information. Évidemment, on aura de la perte, il n'y a pas de surprise, mais d'avoir des informations plus haut niveau. Et pareil, là, ce qu'on appelle réflexion, c'est demander à l'agent, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu penses? Évidemment, c'est très dangereux parce que c'est de l'anthropomorphisme et qu'on ne sait même pas mesurer ça. Néanmoins, on va avoir dans un graphe donc les observations qui sont reliées entre elles.
par liens qui ont été générés par un LLM, et on va régulièrement demander à l'agent, bon ben là il est 12h30, quelle est ton opinion sur telle question ou telle question? Et on va rajouter ça dans le graphe. Un dernier enjeu, et pareil, c'est un vrai défi, et les auteurs n'ont pas résolu ce point, hein, c'est un planning. C'est au final, OK, on est en début de journée, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis après, régulièrement, à chaque instant, le terme instant ici, c'est plus un incrément dans le simulateur, poser la question de comment tu mets à jour ton planning. Alors, je n'ai pas trop parlé de cette publi parce que là, notre but, c'est vous donner une vision d'ensemble, mais en fait, le cœur du problème avec cette publi, c'est qu'on a quelque chose de fascinant, mais qu'est-ce qu'on affirme à partir de ça? Et ça, c'est une vraie question parce que même dans la recherche académique, beaucoup de travaux en intelligence artificielle, on n'a pas de vraie métrique pour mesurer et dire ça c'est bien, ça c'est mieux que ça, etc. Donc là, les auteurs se sont concentrés sur un point, c'est la diffusion de l'information. Et c'est uniquement ça, j'insiste. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très appétissantes. Ah oui, regardez, ils développent des relations, ça, c'est même pas mesuré. Donc on est vraiment sur, ouvrez les guillemets, de l'effet waouh. Ceci dit, la diffusion d'information, c'est intéressant pour voir à quel point l'agent va parler à d'autres agents, qui eux-mêmes vont parler à d'autres agents, et avec tous les mécanismes qui sont implémentés, à quel point l'information va rester. Donc là, c'est exactement l'événement. Voilà, on a un agent, les auteurs, un matin, lui disent, là, maintenant, tu as un objectif, et cet objectif, il rentre en tête de tous tes problèmes, c'est organiser un événement, une fête, avec d'autres agents. Et donc, il faut inviter ces agents. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'agent initiateur de la soirée va parler à d'autres agents, pas tous, qui eux-mêmes vont parler à d'autres agents. Chacun de ces agents va intégrer la fête dans son planning et choisir ou non, même si le verbe choisir m'ennuie un petit peu. Est-ce qu'il veut y aller ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? En une journée, guillemets indispensable, plus de la moitié des agents avaient ajouté l'invitation et sont venus. Donc ça, c'est intéressant. Néanmoins, moi, en tant qu'ingénieur, pour vendre demain un projet à un client, je ne vois pas ce que je peux lui vendre. Et là, j'arrive sur les problèmes d'application. Après, ce qui est intéressant aussi, j'en parlais, c'est qu'il y a des blocages forts, et les auteurs ici sont très honnêtes, hein, ils nous donnent vraiment les blocages rencontrés. J'en ai déjà parlé, gérer la mémoire, c'est un sujet complexe. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, je crois que la dernière conférence, c'était sur le GraphRag, et d'ailleurs, on touche un peu au même problème. J'ai trop d'informations, comment j'agrège cette information pour la mettre un petit peu à disposition simplement d'un outil logiciel ou d'un agent LLM? Mais ça reste un problème. On a aussi un gros sujet sur la représentation de l'environnement. Et ça, quelque part, on a déjà fait des conférences en renforcement, mais à mon humble avis, il y a une limite sur la représentation par langage naturel. Le langage, on peut tout faire avec. Donc forcément, on a envie de tout tester. Mais le langage reste extrêmement déficient pour représenter typiquement les interactions entre objets, pour représenter la position d'un objet. Ce n'est pas bon le langage pour ça. Donc là, on a peut-être, à mon avis, mais je suis en interprétation personnelle, on a une limite très forte parce que c'est du langage naturel, que régulièrement, et ça les auteurs en parlent, l'auteur essaye d'interagir avec un objet, mais ça ne marche pas. Et puis, il y a un autre élément, j'en parle parce qu'on va en parler très vite, c'est que pour de vrai, on ne simule pas vraiment l'humanité, tout du moins pas des bons Français. Les agents sont très polis, très gentils entre eux, très compréhensifs. C'est des caricatures. Et je vais reparler de caricatures. Ça, c'est vraiment pour faire le lien avec les prochains slides. Mais c'est un peu le problème que le LLM a été entraîné sur une masse de documents gigantesques et que quelque part, la majorité des documents où le langage est structuré, c'est des documents qui sont des caricatures de relations sociales. Et donc ça, c'est un sujet. En tout cas, si je dois conclure là-dessus, la grande difficulté, c'est qu'en fait, là, on rentre dans tous ces travaux de recherche où on ne sait même pas mesurer la qualité. Et du coup, c'est un peu le problème fondamental de ces choses-là, qui fait qu'aujourd'hui encore, et d'ailleurs, on va faire le parallèle avec l'Agentic AI, les agents, oui, mais est-ce qu'on est capable de déployer ça comme outil, de mesurer la qualité des choses et d'itérer là-dessus? Spoiler, non. Donc maintenant, on va passer sur les travaux. Enfin, c'était déjà un travail qui était à l'honneur du NeurIPS, mais celui-là est très intéressant. Et d'ailleurs, il est intéressant parce qu'il nous donne une vraie voie d'action. Ce n'est pas juste de la culture. Là, on est sur un travail où les auteurs ont réfléchi à la persona. Donc, rappel, ce qu'on appelle persona, c'est une caricature de personnalité. C'est un terme qui vient pas mal, notamment du marketing, de l'étude un petit peu de comportement, où on essaye, malgré le fait que chaque humain est complètement unique, évidemment, d'avoir des grandes classes pour essayer d'agir. Et le domaine de la publicité, mais aussi le domaine de la sociologie, se pose beaucoup de questions. Et donc, évidemment, jamais un LLM va pouvoir représenter une opinion humaine.
là, la question qu'on pose, c'est je veux qu'un LLM adhère à une forme de discours, une forme de croyance. Je veux qu'un LLM imite, par exemple, un électeur démocrate américain ou un électeur républicain américain. Ça, c'est des exemples qui sont donnés en public, mais en publicité, il y a des personas, des types d'acheteurs qui sont intéressants. En sociologie aussi, il y a des types de comportements qu'on veut modéliser. Et donc, ici, l'enjeu des auteurs, c'est de poser la question, j'ai un LLM, ok, c'est un super outil générique, à quel point je peux lui demander d'agir en respectant tel type d'opinion. Là, on parle d'alignement LLM. Typiquement, ce que vous pouvez observer vous-même, c'est si vous dites à un LLM dans le prompt, bon écoute, là tu es un électeur démocrate ou tu es un électeur républicain, et qu'ensuite vous lui demandez un bilan de la présidence de Barack Obama, là vous aurez des réponses très différentes. Le démocrate vous louera le président qui notamment a travaillé sur le Medicare, le républicain vous expliquera qu'on n'est même pas sûr qu'il soit vraiment américain. Comme quoi les LLM, ça marche pas si mal. Néanmoins, ce qu'on observe, ce que vous avez peut-être déjà observé, c'est que le prompt, ça marche dans un premier temps, mais très vite, c'est limité. Et du coup, là, ce que les auteurs ont observé, c'est que, en fait, l'approche par prompt est vachement limitée. Et eux ont travaillé à partir d'un outil sociologique qui est le Belief Network, un réseau de croyances. Qu'est-ce que c'est un Belief Network? C'est des chercheurs qui ont interrogé plein de gens et qui ont observé comment certaines croyances sont partagées par des groupes. Typiquement, il y a une partie de la population, que je ne vais absolument pas juger, qui va en même temps être convaincue que l'astrologie, ça marche pas mal, que oui, les aliens sont atterrés à Roswell, que oui, on veut parler avec les morts, et que oui, il y a des fantômes. Il y a une autre population qui n'est pas très éloignée, qui va vous expliquer que les vaccins, c'est super dangereux, que JFK a été assassiné par des aliens, et qu'il n'y a jamais eu d'attentat sur les tours jumelles. Bon, là, je suis sur des cas un peu caricaturaux. Mais il y a d'autres personnes qui, eux, vont avoir une approche très religieuse. Voilà. Et ce qui est intéressant dans le Belief Network, c'est qu'on va mesurer à quel point quelqu'un qui croit aux vies passées va aussi croire à la capacité de voir les auras. Autrement dit, à quel point des croyances sont partagées par une population. Et ils vont utiliser ça pour diriger un LLM. Donc là, il y a différents tests qui sont faits. Je vous invite à creuser les publics derrière. Je suis obligé de les survoler un petit peu, ou si vous avez des questions, à les envoyer. Mais donc déjà, ils ont essayé l'approche de base. OK, tu es en train de tester quelque chose, tu es en train de role-player un républicain, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est la base. Ensuite, il y a l'approche de prompt un peu travaillée. OK, tu es un homme de 22 ans, tu as un diplôme élevé, tu es blanc, on est aux États-Unis, où les questions raciales sont très caricaturées. Tu as tel revenu, etc. Tu es républicain, et ensuite, on lui pose la question. Et ensuite, là, on arrive à une chose intéressante, c'est que du coup, les auteurs, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, c'est sympa de faire des démographiques et de détailler la personne, mais c'est potentiellement beaucoup plus efficace de lui dire tu es convaincu que quand il y a moins de règles sur le port d'armes dans l'État, donc c'est très libéralisé, qui est une croyance républicaine, alors il y a moins de morts par arme. C'est une croyance, c'est un discours républicain. Les républicains nous disent, je vais essayer de ne pas les juger personnellement, parce que là, l'objectif, c'est pas exposer mes petites idées personnelles. Les républicains vous expliquent, oui, plus les gens ont d'armes, moins il y a de morts par arme. Voilà. Donc, si jamais on lui dit, tu crois ça, est-ce que là, il va mieux s'aligner avec les croyances républicaines? Et puis après, on a essayé notamment de cumuler les choses, etc., etc. Eh bien, l'information qui ici est très intéressante, c'est que le fait de lui donner une croyance, c'est plus efficace que de décrire la personne. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc ça, c'est très intéressant. Là, on a un score avec de la MAE, donc de l'erreur minimale. Et donc, quand je donne la démographie, typiquement sur certaines populations, j'ai un score. Et dans tous les cas, quand je lui dis, en fait, tu crois à telle croyance, réponds-moi à cette question, eh bien là, on observe beaucoup plus d'adhérence au Belief Network tel qu'il avait été mesuré statistiquement sur des personnes. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, on a un outil qui n'est pas déconnant pour essayer d'aligner un LLM. Et en plus, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous rappeler qu'on est sur du deep learning et que le deep learning, le grand danger, c'est les biais. Rappel, un biais, j'ai une corrélation dans la donnée d'entrée et le modèle utilise cette corrélation pour faire semblant de bien répondre à la question. Ah, j'ai entendu un blip de question. Et moi, Sébastien, Ouais. et le démo plus train est plus efficace que le train tout seul ou pas? Oui, quand même. Le démo plus train est toujours plus intéressant parce que là, ils avaient essayé de rajouter une random catégorie pour affirmer quelque chose que je ne comprends pas. Je préfère être honnête. Mais effectivement, rajouter en plus la démographie, là, donne les meilleurs scores possibles. Oui. Donc, on a intérêt à faire les deux. Mais donc, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on se rappelle qu'un LLM, c'est du biais. Et qu'effectivement,
Dans la documentation, le LLM, et là je suis un peu en extrapolation, hein, je fais des postulats, mais je parierai une bouteille de whisky dessus. Dans la documentation, eh bien, ces croyances sont souvent les unes à côté des autres, et du coup, le LLM est capable, si on lui dit, bah, écoute, tu es convaincu de ça, de retrouver les croyances liées. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'on retrouve un lien assez fort avec ce qu'est un LLM et avec le défaut potentiel du biais. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant et qui permet de sortir un petit peu de cette névrose du prompt ou tout du moins de l'adresser. Et un enseignement que j'ai envie d'en tirer, c'est que quand je fais du prompting, ben, oui, j'ai envie d'en faire, et ça, je n'ai pas le choix, je le regrette, mais aujourd'hui, c'est le seul outil que j'ai pour essayer d'aligner un LLM, évidemment, après avoir fait de la distillation et d'autres choses plus intelligentes. Mais donc voilà, le prompt, c'est un bon outil. Par contre, le prompt, souvent, on l'adresse d'un point de vue très descriptif, et ça marche pas mal, mais si notre prompt va chercher du biais, ben, potentiellement, c'est plus intéressant et ce sera plus efficace. Donc ça, c'est une approche. Alors là, je vais passer deux publis, je vais les passer un peu vite, avec votre permission, mais c'est deux publications qui permettent d'aller au bout des choses. Et mine de rien, même si, bon, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, on sait que ça ne peut pas marcher, ce genre d'approche, ben c'est intéressant quand même de voir jusqu'où ça va et d'aller plus loin dans la critique. Plutôt que de dire ça ne va pas marcher, ben, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc là, Simulacrum of Stories, 2024, c'est une publi alors, qui est assez intéressante parce qu'elle fait très attention. Mais là, on pose la question de la recherche qualitative. La recherche qualitative, de quoi on parle? Ben, c'est des chercheurs qui vont essayer d'identifier certaines communautés très précises et d'identifier comment ces communautés réagissent à certains événements. À droite, vous avez pas mal de topics de recherche. Typiquement, comment est-ce que les gens vont percevoir un système algorithmique? Comment est-ce que les gens qui ont des problèmes pour se déplacer, donc avec un handicap potentiellement, quels sont en fait leurs besoins en transport? Il y a plein de sujets très très différents. Étudier les interactions d'utilisateurs avec des systèmes de recommandation. Explorer l'activisme ou la technologie dans les mouvements sociaux. Évidemment, là-dedans, il y a des sujets, on sait au pifomètre déjà qu'un LLM va être un peu limité. Mais bon, encore une fois, allons voir les choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, les auteurs Capania et al. Ont démarché des tonnes de chercheurs en recherche qualitative qui avaient fait des travaux de recherche les 2 années précédentes, et ils leur ont proposé avec un outil de reproduire ces recherches avec des LLM. Et l'enjeu, c'est de voir un petit peu comment ces chercheurs réagissaient aux travaux et quelles étaient leurs conclusions après avoir passé une journée à interagir avec ça. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on est sur des gens qui vont aller chercher de l'information très fine, du coup, en termes de relationnel, de discours, etc. On est assez proche, quelque part, des démarches qu'on observe aujourd'hui dans le monde de la publicité, encore lui, quand ils se disent, bon, ben, j'aimerais bien étudier comment tel segment de population réagit à tel signal, tel message. Et c'est intéressant de voir surtout les enseignements qui en ressortent. Pareillement, si ça vous intéresse, à lire la publi, il y a des tonnes d'informations que je ne ressors pas dans ce slide. Et donc, il y avait 4 grands points qui nous intéressent. Déjà, tous les chercheurs ont regretté ce côté intangible du discours. C'est-à-dire que quand les chercheurs interviewent des vrais gens, il y a toujours des anecdotes, des événements réels. Les gens ne vont pas vous dire oui, je suis un peu mitigé sur cette offre de transport pour cette raison extrêmement détaillée. Non, ils vont vous dire il y a 2 mois, je me suis retrouvé en bas des escalators et je ne pouvais pas monter avec mon fauteuil roulant. Et c'est ça qui m'a décidé à changer de transport. Eh bien ça, cette information importante qui crédibilise beaucoup les choses, n'existe pas dans les LLM. On peut faire le lien avec cette idée de recherche d'expertise où souvent l'avis de l'expert est intéressant, mais ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi l'expert a cet avis. Et c'est ça qui va permettre de distinguer, est-ce qu'on est dans de l'opinion, à prendre avec des pincettes, ou dans quelque chose de figé dans la réalité. Premier point. Deuxième point, et ça c'est très important parce que ça nous questionne, nous, en tant qu'utilisateurs de LLM, l'influence du chercheur qui posait ces questions dans l'LM est exagérée. Les chercheurs ont essayé des questions un peu vagues et ils ont eu des réponses vagues. Donc, ils ont commencé à diriger mieux. Oui, mais tu as tel âge, tu appartiens à telle communauté, etc., etc. Eh bien, en fait, ça dirigeait beaucoup trop le LLM. C'est-à-dire qu'en fait, le LLM était toujours d'accord avec ce que disait le chercheur. Et il y a une expression qui est revenue et qui, pour moi, a fait mouche parce qu'elle rejoint un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui quand on a du LLM en assistance. Le LLM, c'est un yes man. Il va toujours vous dire oui. Si vous regardez aujourd'hui les assistants de développement informatique, de code en LLM, vous avez ce syndrome qui est insupportable, qui est que quand vous dites au LLM,
je voudrais faire ça de telle manière, le LLM va être là, oui, tu as parfaitement raison, faisons ça de telle manière. Le LLM, en fait, est un yes man qui va toujours critiquer positivement les choses. Et ça, bon, déjà, c'est insupportable humainement, hein, soyons honnêtes. Mais en plus, très vite, ça nuit à la capacité de l'outil parce que le LLM, si vous, dans votre démarche, dans votre prompt, vous commencez à mettre un début d'erreur, eh bien, le LLM va s'engouffrer dedans. Et ça, c'est catastrophique en termes d'utilisation. Donc ça, ben, ils l'ont retrouvé et ça confirme en fait ce problème du LLM qui est que ben, il va toujours approuver. Pour moi, ça, c'est une conséquence de tout ce qu'on a fait en fine-tuning des LLM en instruction, en suivi d'instruction par renforcement, le Reinforcement Learning via Human Feedback. Ben, c'est exactement ça. On est parti d'un LLM très global et pour l'empêcher de dire des horreurs, on l'a beaucoup en fait cadré sur ben non, en fait, quand l'opérateur, l'utilisateur te dit ça, tu dois le suivre, eh ben, on a quand même pas mal gâché la capacité critique du LLM. Un autre point qui est assez fun, et ça, je ne l'avais jamais vu, c'est que le LLM a souvent une vision classe supérieure. Et ça, c'est très lié à la forme de la question. Quand on commence à poser une question un peu structurée, parce que le langage est structuré, eh bien, le LLM va renvoyer une information structurée. Et ça, beaucoup de chercheurs ont dit, ben moi, là, je suis en train de parler des gens qui ont peu de moyens, voilà, qui appartiennent aux classes populaires et qui rencontrent ce problème. Et en fait, le LLM me propose des réponses. Et ces réponses, c'est exactement ce que je dirais si je demandais à des gens qui ont fait des études supérieures de parler des gens qui ont fait des classes populaires. C'est-à-dire que ce serait bien structuré, mais à côté de la plaque. Et ça, c'est exactement ce que fait le LLM. C'est lié à son dataset, c'est aussi lié à la forme de la question, mais ça, c'est assez intéressant. Et le dernier point, c'est que le LLM reste coaché aux stéréotypes. Il y a un exemple qui est dans la public assez intéressant. Il y a un chercheur qui étudie comment les jeunes qui sont admis dans une université vont appréhender l'arrivée à l'université. Et donc, il y avait un exemple où, encore une fois, c'est très racialisé parce que c'est aux États-Unis, mais c'est intéressant. Quand le sujet est dit, ben, il est blanc, ok, bonjour LLM, tu es quelqu'un, tu es blanc et tu vas rentrer à Yale, eh bien, le LLM répondait qu'il était très excité parce que c'est une nouvelle étape dans sa vie et que c'est vraiment fun et qu'il faut qu'il commence peut-être à réviser en avance, etc. Eh bien, en remplaçant ça par latino, tu es latino et tu vas rentrer à Yale, là, le LLM a commencé à expliquer que, ben, en tant que latino, je vais vivre un petit peu la ségrégation des autres latinos parce que, voilà, c'est un problème. Et ça, du point de vue des chercheurs sociaux, c'était un stéréotype, ouvrez les guillemets, de blanc. Ce n'était pas du tout ce que répondait lui qui avait interrogé des vrais latinos qui rentraient à Yale. Le sujet était peut-être apparu une ou deux fois, mais ce n'était pas du tout ce que répondaient les gens. Ils étaient, ah ben oui, il faut que je trouve une bourse, etc., mais c'est génial, youpi. Donc là, on observe que ben, tous ces biais issus du dataset qui ne sont pas du tout maîtrisés, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de données dans les datasets d'entraînement qu'on n'est pas capable de les analyser. Et en plus, les acteurs qui nous offrent des LLM offrent, entre guillemets, OpenAI, Google et compagnie, ne veulent pas communiquer sur les datasets d'entraînement, eh bien, on est aveugle. Mais sans surprise, et je vous renvoie à l'excellente publication des Stochastic Parrots, qui date de 2021, mais qui est toujours d'actualité, hein, rien n'a changé, eh bien, quand on prend tout ce qui existe comme document, comme texte un peu structuré sur Internet, eh bien, on trouve majoritairement de la culture occidentale blanche, des États-Unis et d'Europe. Deuxième point, alors là, pareil, je vais y aller assez vite parce que, d'une part, je ne suis pas très compétent en psychologie et d'autre part, ce n'est pas une publication qui va très loin. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a des auteurs qui ont dit, OK, on impose une personnalité à un agent, pourquoi pas? Eh bien, nous, chercheurs en psychologie, on a des grilles d'évaluation qui ont plein de défauts épistémologiques, évidemment, mais c'est ce qu'on a de mieux. Le Big Five Inventory, pour étudier 5 traits de personnalité, le A5 Personality Questionnaire, qui contient 100 questions aussi, et on va mesurer, en fonction de la complexité du modèle, là, vous avez des graphes, je vais les détailler après, comment évolue cette personnalité. Et donc, là, alors je vous ai mis que 2 lignes, mais il y en a des tonnes, et ça vaut le coup d'aller les fouiller. On a un assistant, voilà, on va faire un prompt type « tu es un assistant ». On a un prompt « tu es un bouddhiste ». Eh bien, là, en ordonnée, du coup, on a à quel point la personnalité d'être agréable, consciencieux, extraverti, neurotique, où on est ouvert. Donc, en ordonnée, je vois à quel point ce score est haut. Et en abscisse, j'ai la complexité du modèle. Et alors, les modèles, on a du Gemini, du Qwen et du GPT, dans mon souvenir. Eh bien, 3 observations intéressantes. Déjà, quand on augmente la taille du modèle, il y a un moment, en fait, il y a un moment où ça se dégrade, grosso modo. Ou typiquement, là, sur le bouddhiste, alors sur l'assistant marche très bien. Et l'assistant marche très bien probablement parce que
Attendez, je suis en train de dire une bêtise. Non, si, c'est bon. L'assistant marche bien. En ordonnée, pardon, si je vous ai dit une bêtise, et je m'en excuse, en ordonnée, on a la variance, c'est-à-dire à quel point les résultats sont stables ou pas. Donc, plus c'est bas, mieux c'est. Très important, sinon, en fait, vous lirez mal les schémas. Donc, mes excuses. Plus c'est bas, mieux c'est. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'à partir d'un moment, la variance augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le modèle est trop gros, eh bien, si je fais sans appel, j'aurai beaucoup plus de variance dans les résultats, j'aurai quelque chose de beaucoup moins figé, et donc, j'aurai quelque chose de beaucoup moins fiable. Donc ça, déjà, les LLM perdent en alignement à partir d'une certaine taille. Les auteurs observent aussi qu'un modèle égal, en fonction de l'ordre dans lequel je pose les questions, j'ai une grosse variance, et c'est pour ça que la métrique, c'est les variances. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient 44 questions. Eh bien, s'ils changent l'ordre des questions, ça change drastiquement la qualité des réponses. Et ça, c'est obligé de nous alerter. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on a la prétention de poser une question compliquée avec un LLM, eh bien, potentiellement, on va poser plusieurs fois la question pour essayer de gagner un petit peu en robustesse. Et un autre point important, c'est que si je conserve l'historique de conservation, eh bien, la variance des réponses va augmenter fortement. Autrement dit, plus le contexte est gros, et plus le M va dépendre de ce contexte et partir dans tous les sens. Bon, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'autres enseignements à sortir de cette publi, mais là, on est aussi quand même sur un domaine de recherche qui est très récent. Et le dernier travail que j'ai à vous présenter, que moi je trouve passionnant, et je trouve très drôle d'ailleurs, mais j'ai un sens de l'humour assez critiquable, c'est celui-là, de Human Generalization Function. Et donc, là, la question est posée très différente. C'est, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un humain va être convaincu que l'IA va marcher pour son problème? Et ça, si vous êtes comme nous, prestataires face à des clients qui ont des envies, des volontés, des fantasmes, ça nous intéresse parce que force est de reconnaître que c'est assez abscon. Aujourd'hui, on est régulièrement face à des clients, des décideurs, Dieu les bénisse, convaincus qu'un truc va marcher par IA. On l'a vécu. Oui, ça par IA, ça va marcher. D'ailleurs, j'ai testé un peu de ChatGPT, ça marche. Sauf que nous autres scientifiques, entre ce que la personne a testé sur ChatGPT et ce qu'il nous demande de faire, il peut y avoir un ravin. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie question, parce que autant avant, on avait des benchmarks très très clairs qui nous permettaient de dire, je fais de l'analyse sentiment, je fais du parsing syntaxique, je fais de la traduction, j'ai un benchmark qui me rassure sur est-ce que ça va marcher. Autant aujourd'hui, on a un humain qui a joué avec un LLM et puis qui aujourd'hui décide que la tâche 1, ça doit marcher. La tâche 4, ça doit marcher. Par contre, les tâches 2 et 3, ça ne marchera pas. Et ça, nous, Data Alchemy, ça nous intéresse beaucoup parce que vous, je ne sais pas, mais nous, notre quotidien, c'est souvent d'être face à une envie client qui est assez abstraite parce que c'est du LLM, donc on a l'impression que ça peut tout faire. Et d'essayer, avant de faire un devis, de nous convaincre sur est-ce que ça peut marcher ou pas. Et même d'essayer de comprendre un petit peu comment le client, quel cheminement intellectuel le client a fait pour arriver à dire je suis convaincu que cette tâche va marcher. Ça, c'est un peu l'enjeu. Et donc là, on a des chercheurs qui ont fait ce travail. Harvard, MIT, c'est deux très beaux laboratoires, même si Harvard sous Trump, on leur souhaite tout le meilleur, mais on a un peu peur pour eux. Et donc là, les chercheurs ont posé cette question. Comment est-ce que l'opinion qu'a un humain d'un LLM va évoluer? Et ça va évoluer à partir d'expériences. Et quand on a des expériences et la mise à jour de croyances, on a des outils mathématiques, certes limités, mais pour essayer d'appréhender ça. Mais ne serait-ce que parce que ce sont les premiers à poser cette question qui, vous, je ne sais pas, mais moi, est une source de stress constante. Moi, mon stress, c'est un client avec qui on travaille depuis 4 ans, qui un jour a décidé qu'un truc était possible, et qui là n'a pas forcément envie d'entendre dire non, c'est pas possible. Lui, ce qu'il veut, c'est un devis pour le faire marcher et dans 6 mois avoir son livrable. Et bien là, ils ont échantillonné, on a environ 19 000 réactions humaines à des résultats de LLM. Donc on a des agents humains, mon Dieu, ce lapsus était fascinant. On a des vrais humains qui vont faire des tests, vont mettre à jour leurs croyances, et on a envie de se rassurer et de comprendre un peu ce qui se passe. Et donc là, on a pas mal de tests qui sont très intéressants, où grosso modo, on va commencer par mesurer, on va questionner, il y a eu des humains, et on leur a demandé, ce type de tâche, est-ce que vous pensez que le LLM sait le faire? Donc on a observé un ensemble de croyances a priori, et ceux qui parmi vous parlent bayésien ont déjà le ting dans la tête, vous avez raison. Et puis après, on leur a montré des expériences, typiquement, et on veut observer, du coup, quand les gens regardent à quel point un modèle a répondu correctement ou incorrectement à un problème, à quel point la croyance des gens va changer sur un autre problème. Donc typiquement, on a des cas de figure où, là, le modèle, on lui a demandé
de nous répondre sur un lien dans des protéines, et ben, le modèle a répondu incorrectement. Et donc, sur un problème très proche, l'acteur humain va considérer que bon, ben, ça ne marchera pas. Ou à l'inverse, on a une question sur du juridique. Voilà, quel est le meilleur article? Et bien là, parce que le LLM a répondu correctement, l'humain va considérer que sur cette autre question, qui est quelle est la priorité parmi les cours internationales et les tribunaux, le LLM répondra correctement. Alors, j'attire votre attention sur ce point parce que ce point, il est intéressant. Là, on a des choix multiples avec des articles spécifiques. Là, on a des choses plus détaillées. Donc, typiquement, moi, personnellement, ce n'est pas parce qu'un LLM répond correctement sur une question qu'il répondra correctement sur l'autre. Mais c'est intéressant de voir que les humains vont faire un lien entre ces deux problématiques. Typiquement, un point intéressant aussi, c'est que, remarque, c'est sans surprise, parce qu'on a une question sur une série TV, il n'y aura pas de changement dans l'estimation mathématique. Enfin bon, on va dépiler tout ça et on va pouvoir observer un petit peu, est-ce qu'on peut modéliser cette Human Generation Function? Comment les humains généralisent et en observant la réponse à un problème donné, vont se faire une conviction sur un autre problème. Et donc, alors, deux choses intéressantes. Et d'ailleurs, je suis à mon dernier slide, donc je suis dans les temps, je suis fier de moi. S'il y a des questions, on aura le temps de les poser. Déjà, qu'est-ce qu'on observe? On observe que là, on a les prior beliefs. Ça veut dire quoi? C'est à quel point il y a des croyances positives sans voir d'expérimentation. Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va de 0 à 1. À 1, les gens sont convaincus que ça va marcher. À 0,5, c'est moitié-moitié. À 0, les gens sont convaincus que ça ne marchera pas. Eh bien, on observe qu'il y a un déséquilibre entre ça ne marchera pas et ça marchera. Autrement dit, première affirmation très intéressante, aujourd'hui, le public, notamment des décideurs, etc., est globalement positif sur les LLM. Ils sont plus positifs que négatifs. Ça nous intéresse parce que l'ingénierie et puis l'épistémologie imposeraient d'être plus négatifs que positifs. Donc déjà, on observe qu'on a un vrai problème, ça le confirme, vous avez dû l'observer dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, les gens considèrent encore que par défaut, ça va marcher. Quand on enquête un peu sur les notions de circuit de complexity et les limites intrinsèques de l'architecture transformer, on sait que certains problèmes ne sont pas gérables. Typiquement, je fais des additions, des soustractions comme ça, eh bien, je sais que j'aurai une limite de longueur au-delà de laquelle je commencerai à avoir des erreurs. Bon. Mais ce qu'on observe aussi, après, c'est les posterior beliefs. C'est-à-dire, après que j'ai montré, du coup, une expérience à quelqu'un, comment évolue cette croyance? Eh bien, cette croyance va évoluer d'une manière plus négative que positive. Le schéma en bas à droite, c'est la différence postérieurement prior. Il y a des cas où effectivement les gens vont se convaincre et vont améliorer leur opinion. Il y a plus de cas où les gens vont décroître leur opinion, même si en majorité, l'opinion ne va pas changer. Et ça, mine de rien, ce n'est pas inintéressant. Ça veut dire qu'on est sur des convictions très personnelles, et même en voyant des exemples sur des cas de figure potentiellement très proches, qui échouent, qui réussissent, les gens ne vont pas changer d'avis sur leurs problèmes. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, prestataires IA. Ça veut dire que les gens ont des convictions et même malgré des expériences données, ils ne vont pas forcément changer leurs convictions. Donc bon, après on enfonce des portes ouvertes, c'est de la croyance humaine, c'est compliqué, etc. Mais il y a un vrai enjeu quelque part à trouver les bons exemples pour soit informer notre client correctement, et même nous informer nous, enfin oui, non, il n'y a pas de soi d'ailleurs, pour l'informer correctement et pouvoir l'aider à prendre une décision correcte. Mine de rien, si je vends un truc infaisable à mon client, sur le coup, je suis content, je signe. Dans 6 mois, c'est l'apocalypse. Mon client n'est pas content du tout. Et, alors ça, c'est assez fun. Ils ont essayé d'entraîner un modèle à prévoir ce changement de croyance. Ils avaient plein d'échantillons. Est-ce qu'on peut entraîner un modèle à prédire, en fonction d'une expérience réussie ou ratée, est-ce que telle expérience marchera ou pas? Donc là, ce que les auteurs ont essayé de faire, ce n'est pas de prédire la réalité. C'est impossible. Ils ont essayé de prédire comment les humains vont réagir. Eh bien, ça marche pas si mal, honnêtement. En moyenne, dans 81% des cas, on arrive à prédire ce que les humains vont faire. Alors, parenthèse obligatoire d'épistémologie scientifique, dans la mesure où la majorité des cas de figure, il n'y a pas de changement, bon, les scores ne sont pas à prendre d'un point de vue brut, parce que le modèle, par défaut, apprend à répondre le changement ne bouge pas, et il a plutôt raison. Là où ça va jouer la différence, c'est sur prévoir, du coup, les changements négatifs et positifs. Attention à ça, parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas des scores bruts valables. Ceci dit, GPT-4, GPT-3, 5 et MA2 sont assez mauvais pour prédire ça, et le meilleur, c'est un modèle BERT 2018. Du coup, si je dois conclure, mais je vais laisser un peu de temps pour les questions,
C'est quoi l'enseignement? Déjà, c'est que non, un LLM n'est pas bon du tout pour modéliser un humain en termes d'opinion. Alors, nous, on a des acteurs, des partenaires qui essayent justement aujourd'hui de faire de la recherche un peu, enfin, d'augmenter les questionnaires humains, notamment dans le monde de la publicité, encore une fois, mais pas que, pour essayer d'avoir des enquêtes plus larges, parce que interroger des humains, ça pose aussi plein de problèmes. Aujourd'hui, ça ne va pas dans la bonne direction. Et à la limite, quand on interroge des LLM, on interroge plutôt une moyenne de connaissances arbitraire par rapport à une littérature qui vient surtout d'une certaine classe de population, d'une certaine classe d'âge, d'une certaine classe culturelle et compagnie et compagnie. Ceci dit, si jamais je veux faire de la persona, là, j'ai un vrai enseignement. Autant aller jouer sur les biais. Et si je veux jouer sur les prompts, en fait, plutôt que faire de la description à rallonge, si j'arrive à trouver des formes de comportement qui sont reliées par corrélation, ici des croyances qui sont reliées, j'aurai un levier d'action sur le comportement du LLM qui est beaucoup plus intéressant que ce que je peux faire en description détaillée. Les enseignements aussi, c'est qu'un LLM sera limité et ça nous enseigne aussi sur les défauts du LLM. On est sur de la caricature, on est sur du yes man et on est en fait sur une vision très, très lissée. Ceci dit, un point intéressant aussi qu'on peut retirer de tout ça, c'est que plus mon modèle est complexe, plus j'ai un gros modèle, et ça c'est le sens de l'histoire. Hein. Aujourd'hui, on fait des modèles les plus gros possibles parce qu'il y a un combat sur des benchmarks qui d'ailleurs sont tous pipotés. Donc en fait, on a un combat sur le plus gros modèle qui est en train de devenir de plus en plus absurde. Ceci dit, on observe qu'en termes d'outils, quand je veux un outil un peu stable, en fait, j'ai peut-être pas envie d'avoir les plus gros modèles possibles. Et ça, nous Data Alchemy, aujourd'hui, les GPTO, les Gemini Pro, en fait, on s'en sert le moins possible parce qu'effectivement, dans pas mal de cas, ça marche et c'est impressionnant. Mais à transformer en tant qu'outil un peu automatisé, un peu contrôlé, c'est une purge. Et je préfère un modèle beaucoup plus simple qui certes va être moins puissant, mais qui va être beaucoup plus stable parce qu'à un moment, quand je suis face à un outil informatique, la stabilité, c'est une vraie qualité. Et pour peut-être conclure sur la notion d'agent, en fait, la notion d'agent, je trouve qu'on n'est pas beaucoup sorti de 2023. Alors aujourd'hui, on a des agents, justement, j'étais en train de regarder un de ces travaux que je lis, mais je refuse de faire une revue de recherche dessus parce que ça m'énerve beaucoup, où là, on a plein de LLM et on veut générer du code source et je fais du planning, puis d'analyse du code, etc. Ok, ça marche pas mal, mais là, je génère un truc extrêmement compliqué à tester parce que j'ai le LLM qui est mon principal problème de test, en fait, est multiplié. Et la multiplication des LLM, outre des problèmes de coûts qui sont réels, hein, et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Vous avez un POC qui marche avec des agents, vous l'industrialisez, l'équation économique, j'ai connu plusieurs cas de figure où en fait, elle annulait le projet. Mais en plus, le problème, c'est que à tester, c'est infaisable. Enfin, à tester, c'est extrêmement complexe. Et ça pose des tonnes de problèmes par rapport à ça. Donc, l'Agentic AI, et je vais peut-être conclure là-dessus, c'est intelligent sur l'idée de séparer les problèmes, ça oui. Par contre, séparer les problèmes pour multiplier les LLM, en fait, je résous un problème pour en créer un autre. Qui est que chaque LLM est un problème à tester. Alors que séparer les problèmes pour minimiser l'IA et spécialiser les LLM, ça, par contre, je peux y croire si je peux spécialiser mes LLM sur des tâches très spécifiques où je peux mesurer, itérer et tester. À ce stade, j'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à critiquer. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à les poser. Je vais les prendre dans l'ordre vite fait. Thibaut Barrault, est-ce que les humains ne seraient pas aussi soumis à l'influence dans votre question? Ah si, évidemment. Évidemment. De toute façon, l'humain, c'est intestable. Hein. L'épistémologie est un sport de combat. J'ai envie de dire, parce que je vois la question subsidiaire qui est, en fait, le LLM a le même défaut que les humains. Et là, j'ai envie de dire oui et non. Parce que justement, l'humain, effectivement, est faillible. Et on a déjà observé qu'en fonction de l'ordre des questions, il y a des sujets, etc. Mais à ordre des questions égales, ce que disent les sociologues dans la publi, c'est qu'ils observent quand même une cohérence des informations qui sont remontées. Et ça a de la valeur. Là, à ordre des questions égales, tu n'as pas forcément le même comportement du LLM, ne serait-ce parce que tu échantillonnes dans la température et compagnie. Donc, effectivement, cette variabilité peut être transposée à l'humain. Par contre, tous les autres défauts des LLM, eux, ne sont pas présents sur les humains. Comment est défini un biais? Oh mon Dieu. Alors, il va falloir m'arrêter parce que, en fait, ce qu'on appelle un biais en IA, c'est un moyen pour le modèle de répondre correctement sans en fait faire le travail. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent quand je fais des formations IA. Imaginons un modèle qui prend en entrée la photo de quelqu'un et nous donne son âge. Donc là, je prends un cas de figure très très simple.
Et imaginons que dans mon dataset, parce que j'ai entraîné mon modèle IA sur de la donnée, hein, eh bien, toutes les personnes âgées sont en fait prises en photo en fin de journée, avec un soleil couchant. C'est un biais dans mon dataset. Toutes les personnes âgées sont avec un soleil couchant. J'entraîne un modèle à me dire quel âge a la personne. J'observe que ça marche très bien. Il me donne bien l'âge correct à chaque fois. Sauf que si ça se trouve, mon modèle, en fait, il a juste appris à dire s'il y a un soleil couchant, c'est une personne âgée. Et ça, c'est le drame parce que en thèse, j'ai l'impression que ça marche, je suis content, je passe en prod, j'ai un bébé avec un soleil couchant, mon bébé a 80 ans. Et ce problème, c'est l'épée de Damoclès depuis, alors j'ai envie de dire 1980, mais moi j'ai commencé par dire en 2014, 2015, et déjà c'était le problème principal. Pourquoi? Parce que ça, c'est un problème qui crée une illusion du bon fonctionnement. J'ai l'impression que ça marche, tout me dit que ça marche, et pour de vrai, ça ne marche pas. Et c'est pour ça, nous, depuis 2019, on s'est spécialisé en industrialisation et notamment en test d'IA. Parce que si je ne teste pas avec du black box, je ne cartographie pas le dataset, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir l'impression que tout marche, je vais mettre en production et je vais me rendre compte à un moment qu'en fait, ça n'a jamais marché. Et c'est ça, c'est le drame de l'IA, ce truc-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a plein de POC. Hein. Moi, j'ai fait de l'accompagnement à fonds d'investissement sur des levées de fonds pour des startups. La startup arrive avec son POC, regardez, ça marche. Et dès qu'on regarde un peu, ben, on se rend compte qu'en fait, ça marche parce qu'il y a des biais, mais que dès qu'on a un problème où le biais n'est pas présent, c'est une catastrophe. Je vais vous donner un deuxième exemple de biais qui est réel, hein, qui est une catastrophe. En 2018-2019, il y a eu des tests de diagnostic par IA aux États-Unis. Donc, diagnostic, quelqu'un arrive, il décrit ses symptômes, sa situation personnelle, et on lui fait une prescription. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte après coup, mais 2 ans après, hein, que à description égale, quand la personne était déclarée comme blanche, on est aux États-Unis, les critères ratios sont écrits noir sur blanc, hein, il y a zéro scrupule là-dessus. Je rappelle que les races n'existent pas scientifiquement, j'ai quand même besoin de le rappeler par, on va dire, sanité d'esprit personnel. Eh bien, quand la personne était blanche, la personne était soignée. Quand la personne était déclarée comme afro-américaine, eh bien, on lui disait ta gueule, prends un Doliprane. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient utilisé plein de données de vrais diagnostics aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, eh bien, la médecine est payante, ça coûte extrêmement cher aux États-Unis de se faire soigner. Aux États-Unis, statistiquement, les populations afro-américaines sont en moyenne beaucoup plus pauvres que les populations blanches, en moyenne. Hein. Donc le modèle, il avait appris à dire, bon, ben, si c'est un afro-américain, je ne fais pas de diagnostic, parce qu'aux États-Unis, l'afro-américain qui va voir son médecin, si le médecin sait que le patient n'a pas de quoi payer le plâtre ou machin, ben, il ne va pas prescrire un plâtre. Et voilà comment un modèle qui, sur le dataset, on avait l'impression qu'il avait tout le temps la bonne réponse, eh bien, en fait, était catastrophique. Si ça vous intéresse quand même, cette question des biais, elle est très importante. Il y a une publique, je vous conseille, qui étudie les notions de biais sur les LLM, donc ChatGPT. Et je vous mets le lien parce qu'elle est libre et elle date de 2021, mais tout ce qui est dedans est toujours vrai. C'est, en fait, je fais des énormes LLM avec toute la donnée que je peux trouver dans le monde entier. Déjà, je sais qu'il y a plein de continents qui vont être très mal représentés. Je veux dire, l'accès à Internet, entre l'Afrique et les États-Unis, ce n'est pas le même. Entre le Vietnam et la Chine, ce n'est pas le même non plus. Et qui, en fait, déjà, font des tonnes d'alertes sur les LLM qui sont toujours valables sur, attention, quand les modèles sont trop gros et surtout quand on ne connaît pas les datasets, on va avoir l'impression que ça marche, mais potentiellement, c'est du biais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe avec les Belief Network, qui est, je dis à mon LLM, tu es conservateur, ça n'a pas très bien marché. Par contre, je lui dis, alors, je m'excuse auprès du Vietnam, mais bon, le Cambodge. Après, le Vietnam, pour le coup, j'avais vu passer des chiffres d'accès à Internet au Vietnam et ça avait l'air d'être un peu plus faible. Mais potentiellement, je dis des bêtises. Après, je maintiens la porte ouverte enfoncée que non, le monde n'est pas réparti équitablement en termes de culture, de sociologie sur ce qui a été accumulé pour les datasets de LLM. Et voilà. Et ce biais, nous, c'est extrêmement important parce que, honnêtement, alors je vais sortir un chiffre un peu du vide, mais je ne pense pas être loin. Je dirais qu'aujourd'hui encore, nous, quand on fait de l'audit IA, qu'on arrive sur des sujets où les gens nous interpellent parce que voilà, ça fait 2 ans qu'ils bossent, ça ne marche pas, dans au moins 60% des cas, c'est des biais qui ont été ratés. Et c'est une catastrophe courante de notre domaine. Si j'ai répondu partiellement, vous n'êtes pas content, n'hésitez pas à me relancer. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup déjà, c'était très intéressant. Serviteur. Et ce que je me disais, c'est concernant les LLM Behavior, Oui. ça peut être intéressant de les utiliser dans les jeux vidéo, dans le sens où c'est un terrain de jeu assez pratique pour des joueurs
d'interagir avec différentes personnalités Oui. et de jouer beaucoup dans la réaction plus que dans le préprogrammé. Alors, oui, mais, et ça c'est intéressant, Square Enix a essayé de faire un jeu gratuit sur LLM, ça a été une apocalypse. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes à ça. Mais ça va arriver, hein, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Déjà, il y a le premier problème qui est que ça prend du GPU et les développeurs de jeux vidéo, vous prenez 5% de GPU, ils sortent le fusil. Parce que, en fait, il faut les particules, il faut le ray tracing, il faut tout ça. Et ça, c'est un vrai sujet. Premier point. Deuxième point, il y a un problème qui est qu'un LLM, malgré toutes les protections, si je commence à libérer, je peux lui faire dire n'importe quoi. Et à haut niveau, alors je ne peux pas donner des noms de boîtes parce que je suis soumis à confidentialité, mais je sais qu'il y a eu une ou deux directions de boîtes de jeux vidéo où on leur a dit c'est super, regardez, on a un truc super coulant. Par contre, on peut forcer le PNJ à faire un salut hitlérien et à dire vive les nazis. Et ça, en général, à plus haut niveau, les directions sont tièdes. Donc ça joue beaucoup aussi. Et il y a un dernier point qui est aussi un peu intéressant, c'est que, imaginons un LLM qui commence à interagir librement. En fait, tant que c'est de la personnalité, ça peut être fun. Mais si on commence à avoir du discours un peu libre, tôt ou tard, le LLM va dire, tiens, je vais aller faire ça, ou je vais saisir tel objet. Enfin, il va vouloir parler de l'environnement. Et ça, du coup, il faut le parser pour que ce soit utilisé dans le jeu. Et il y a un double problème. Il y a le problème déjà d'interaction avec un environnement, où le langage, c'est sympa, mais régulièrement, ça vautre. Et l'autre problème, c'est qu'un jeu où les agents peuvent à tout moment faire n'importe quoi, là, on rentre dans les immersive sims, qui sont un type de jeu vidéo que j'adore, personnellement. Mais déjà, à cadrer sans LLM, c'est extrêmement dur. Et là, ça pose des tonnes de questions. Ceci dit, ça va arriver. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de freins là-dessus qui fait que ça va, à mon avis, pas sortir demain ou après-demain. Il y a dans des, pas Game Jam, mais dans des hackathons, j'en Ouais. avais fait un l'année dernière où les personnes avaient pensé à faire un jeu vidéo justement d'enquête où on était une personne et on discutait avec les gens et il fallait jouer avec les LLM pour justement enquêter sur. Ça peut être super intéressant. Alors, honnêtement, ça sort, j'y joue, c'est une certitude. Après, à mon avis, là où il va y avoir un problème, c'est que c'est justement le lien avec cette enquête pour que ça ne parte pas en vrille. Parce qu'en fait, et c'est ça qui va être le plus dur, parce que déjà, nous, on fait du LLM pour manipuler des outils beaucoup moins compliqués qu'un jeu vidéo. Oui. Et déjà, honnêtement, notre vie, c'est gérer les 98% de cas de figure où le LLM fait n'importe quoi. Parce que tôt ou tard, il fait n'importe quoi. Et dans un cadre de jeu vidéo où, une fois que beaucoup de gens vont s'en servir et vont essayer de s'amuser avec d'une manière complètement imprévue, je ne dis pas que c'est infaisable, je pense que ça va arriver, je pense que ça va être génial, mais je pense que ce n'est pas trivial du tout. Si vous n'avez pas de questions, j'espère que c'était intéressant et je vous souhaite un excellent appétit. Si vous avez une question, je vous en prie à votre disposition.